Bonjour, bienvenue à ce webinaire Les Territoires Innovent. Les Territoires Innovent, c'est des rencontres organisées par l'État en région, la région Bretagne, l'établissement public foncier de Bretagne et la Banque des Territoires, qui s'adressent aux élus et aux techniciens des communes et des EPCI pour aller explorer des questions qui concernent et la dynamique des centres-bourgs, l'aménagement durable et la sobriété foncière. On sait qu'à ces rendez-vous, il y a aussi un autre public assez nombreux et vous êtes les bienvenus. On est très content de vous accueillir. Et puis pour les rencontres 2024, on a souhaité aborder la question de l'eau et de l'aménagement sous plusieurs angles. Donc on a vu vendredi dernier comment réouvrir un cours d'eau en ville dans un centre-bourg et intégrer la circulation, l'infiltration de l'eau et sa visibilité en fait dans une centralité. Ça avait des effets sur la biodiversité, la sécurité des habitants, mais aussi sur le bien vivre ensemble dans une commune. Aujourd'hui, on est plutôt sur la question de l'approche globale, c'est-à-dire comment, à l'échelle d'un territoire, en l'occurrence un EPCI dont c'est la compétence, on met en place une stratégie de gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis concrètement, comment ça se traduit dans des expériences concrètes d'une commune, en l'occurrence Plérin. Si vous n'avez pas pu participer vendredi dernier, le replay de la rencontre sera bientôt en ligne. Et puis le replay de la rencontre d'aujourd'hui aussi. Et je vous invite à lancer les travaux et poursuivre nos discussions sur eau et aménagement. Merci Marianne. Pour ce petit mot d'accueil, je vous propose qu'on passe à la petite séquence d'appropriation en guise de café, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le prendre avant de se connecter. Donc comme d'habitude, on vous proposera de répondre via différentes petites questions sur le sujet du jour. La première question est la suivante. Qu'est-ce que la gestion intégrée des eaux pluviales? Vous avez quelques petites minutes pour répondre avec plusieurs questions, plusieurs possibilités de réponse, pardon. Une méthode pour collecter et traiter toutes les eaux pluviales dans des installations dédiées. Un système de stockage des eaux pluviales pour une utilisation ultérieure. Ou est-ce que c'est une politique de taxation des eaux pluviales pour financer les infrastructures? Ou est-ce que c'est une stratégie visant à infiltrer les eaux de pluie au plus près de leur point de chute, J'arrive. les rejeter dans le milieu naturel via un débit régulé? Alors, on va vous laisser répondre à ces 4 propositions. Donc, pour l'instant, il y a une majorité de répondants qui s'orientent sur la 4e proposition, donc la stratégie visant à infiltrer les eaux de pluie au plus près de leur point de chute. Et on a aussi quelques réponses sur la collecte et le traitement des eaux pluviales dans les installations dédiées. On a 80% de participants. Je pense qu'on peut clôturer et partager les résultats. Et donc, on a bien 98% de votes pour la dernière proposition. Et effectivement, la bonne proposition était une stratégie visant à infiltrer les eaux de pluie au plus près de leur point de chute ou les rejeter dans le milieu naturel via un débit régulé. Et puis quelques éléments complémentaires. Donc la gestion intégrée des eaux pluviales vise à favoriser l'infiltration des pluies au plus près de leur chute ou à organiser leur stockage et leur rejet dans le milieu naturel via un débit régulé. Donc il y a une absence d'ouvrage spécifiquement dédié à la gestion des eaux de pluie. Et puis, la GIEP évite la perturbation des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration en temps de pluie. Et à noter que sur le bassin Loire-Bretagne, on a 10% des eaux usées domestiques qui sont rejetées sans traitement dans les rivières du fait des débordements liés aux eaux pluviales. Donc, c'est une information qui est intéressante. Et à noter également que la gestion intégrée des eaux pluviales est encouragée par les dispositions du SDAGE, qui vise à limiter les apports d'eau de ruissellement dans les eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre des aménagements. Voilà pour ces quelques petites informations sur la GIEP. Deuxième question. La désimperméabilisation permet, vous avez plusieurs réponses possibles, de réduire le risque d'inondation, de favoriser le rechargement des nappes phréatiques
ou d'améliorer la qualité de l'eau? Alors, on vous laisse plusieurs réponses possibles. Hop. Et un petit temps pour réfléchir. On a 70% des personnes qui ont participé. Je laisse encore un petit peu de temps pour être réactif sur les clics. Et pour l'instant, c'est les deux premières propositions qui recueillent le maximum de suffrages. Réduire le risque d'inondation et favoriser le rechargement des nappes phréatiques. Je pense qu'on peut mettre fin au sondage et partager les résultats. Et donc, on a bien 92% de votes pour les deux premières propositions et 71 pour la troisième. Et la bonne réponse était les trois. Donc, vous avez presque tous eu raison de sélectionner plusieurs propositions, puisqu'on a effectivement, dans la désimperméabilisation, l'objectif de réduire le risque d'inondation, de favoriser le rechargement des nappes et également d'améliorer la qualité de l'eau. Donc, les trois objectifs sont poursuivis de manière concomitante. Et donc, pour un petit peu plus d'informations, l'objectif, c'est de supprimer le matériau de recouvrement imperméable du sol ou remplacer ce dernier par un autre matériau qui est plus perméable, notamment via la végétalisation. Et à noter que cette opération contribue à réduire le ruissellement, donc les inondations, et à améliorer la qualité de l'eau, favoriser le rechargement des nappes phréatiques. Troisième question. La gestion des eaux pluviales est réglementée dans quel document? Est-ce que c'est le Code de l'environnement, le Code de l'urbanisme, le Code général des collectivités territoriales, donc le CGCT, le Code civil ou le Code de la santé publique? On va se laisser encore quelques petites minutes pour que vous ayez le temps de sélectionner là où les propositions. Donc, on a le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme qui ressortent particulièrement, le CGCT également. On va se laisser encore quelques petites minutes le temps que tout le monde participe. Et on a une grande majorité de participants qui ont sélectionné du coup les deux premières propositions, Code de l'environnement, Code de l'urbanisme, avec le CGCT en bonne position. Je pense qu'on peut mettre fin au sondage, partager les résultats. Donc, vous êtes 94% à avoir voté pour le Code de l'environnement, 87% pour le Code de l'urbanisme, quasiment 50% pour le Code des collectivités territoriales et seulement 17 et 25% pour les deux dernières propositions. Et donc, les bonnes réponses étaient les 5. Donc, il y avait du clic à faire sur cette question. Alors, vous avez dans la slide le rapprochement avec les différents textes réglementaires. Donc, effectivement, vous voyez que l'ensemble de ces documents vient couvrir la question de la gestion durable des eaux pluviales. Et à noter sur la question des compétences, donc pour les EPCI à fiscalité propre, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines est facultative pour les communautés de communes et obligatoire pour les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Donc, ça peut être aussi une information intéressante à retenir du CGCT. Une autre question pour finir de se réveiller. À partir de 2021, quelles obligations ont été élargies par la loi Climat et Résilience pour les nouvelles constructions de parkings et de bâtiments commerciaux? Donc, on vous laisse plusieurs propositions de réponses. L'obligation d'installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments commerciaux, l'obligation de se doter d'une toiture végétalisée ou productrice d'énergie renouvelable pour les grands parkings et bâtiments, l'obligation de réduire de moitié la taille des parkings pour limiter l'empreinte carbone ou l'obligation d'installer des systèmes de récupération des eaux de pluie sur tous les bâtiments résidentiels. Et donc là, de la même façon, vous avez quelques minutes pour répondre.
Donc, il y a 4 propositions. Donc, on a un quart des participants qui ont répondu. La proposition qui recueille le maximum de suffrages, c'est la seconde, l'obligation de se doter d'une toiture végétalisée ou productrice d'énergie renouvelable. On va se laisser encore quelques petites secondes. Et on a presque 80% des personnes qui ont participé. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin au sondage et partager les résultats. Ouais. Et donc, vous êtes 72% à publiciter la deuxième proposition, l'obligation de se doter d'une toiture végétalisée ou productrice d'énergie renouvelable. Merci. Et effectivement, la bonne réponse, c'était la réponse majoritaire, l'obligation de se doter d'une toiture végétalisée ou productrice d'énergie renouvelable pour les grands parkings et bâtiments. Donc, à préciser qu'en 2021, la loi Climat et Résilience élargit cette obligation de se doter d'une toiture végétalisée, qui avait déjà été introduite par la loi ALUR en 2014. Donc, c'est toiture végétalisée ou toiture productrice d'énergie renouvelable pour les commerces et les entrepôts. Et à noter également que dans la loi Climat et Résilience, on retrouve l'obligation d'installer un dispositif de gestion des eaux pluviales sur les parcs de stationnement neufs associés aux constructions de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts ou hangars de plus de 500 mètres carrés, etc. Et à noter également que l'obligation sera progressivement étendue à d'autres typologies de bâtiments à partir de 2025. Donc, ça fait autant de raisons de s'intéresser au sujet. Merci à vous pour votre participation sur ce petit temps de mise en jambe. Je vous propose qu'on ouvre la première séquence d'intervention avec M. Frédéric Levé qui va nous parler de la mise en place d'une stratégie globale à Saint-Brieuc-Mort Agglomération sur le sujet de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc, je vais lui laisser prendre la main sur la projection du support. Oui, donc bonjour à tous. Donc oui, effectivement, Frédéric Levé, donc en charge d'animer la politique de gestion intégrée des eaux pluviales sur le territoire de Saint-Brieuc-Mort Agglomération. Donc je vais vous présenter un petit peu comment s'est mis en place cette stratégie, avec donc tout d'abord je vais passer en plein écran, c'est plus agréable de visionner. Avec tout d'abord le constat et les conséquences sur notre territoire, mais qui ne sont pas propres au territoire de l'agglomération de Saint-Brieuc, mais à toutes les collectivités en Bretagne et même en France. C'est le constat de l'imperméabilisation qui fait suite à la période d'après-guerre, de l'augmentation de la population qui a conduit à une augmentation de l'urbanisation et mécaniquement à une augmentation de l'imperméabilisation. Donc cette imperméabilisation a des conséquences notamment en termes de ruissellement, notamment qui en ville, en fait, on va conduire à des ruissellements de plus en plus importants. Les conséquences sont bien maîtrisées par tous maintenant. C'est l'augmentation des îlots de chaleur urbains, l'augmentation du risque d'inondation par ruissellement, toute la pollution des eaux pluviales dont on parlait un petit peu tout à l'heure, notamment parce que en fait, le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées va avoir un effet en fait, d'entraînement de toutes les matières qu'on trouve sur ces surfaces en termes d'hydrocarbures ou de métaux lourds. On va avoir aussi des problématiques de débordement de réseaux unitaires liés à ces coûts ces ruissellements importants en milieu urbain. Et globalement, on va avoir un cycle naturel de l'eau qui va être très perturbé et avec un problème de rechargement des nappes qui va se faire plus ou moins difficilement. Tous ces constats sont maintenant rendus encore plus difficiles avec le problème de changement climatique. Une petite une étude de Météo France pour recenser en fait tous les épisodes de pluie extrême depuis les années 80. Et donc, on voit une augmentation importante de ces phénomènes
extrême qui ne cesse d'augmenter. Et ça se retrouve aussi dans l'analyse qu'en fait la Covea, en fait, dans son livre blanc, et sur un petit peu la projection de la sinistralité à l'horizon 2050. Et on voit que de toute façon, le territoire est couvert de la même manière, c'est qu'on va vers une augmentation des sinistres annuels par ruissellement du fait en fait, du changement climatique. Avec un petit encart en bas là, qui vous montre aussi là, 1 sur 10, en fait, c'est en fait la pluie décennale, la pluie vingtenale ou la pluie cinquantenale. Et dans cette projection, ils indiquent qu'en fait, la pluie qui est actuellement décennale, eh ben, elle va revenir tous les 4 à 5 ans. Et ainsi, la pluie normalement qui cinquantenale va devenir quasiment pratiquement la pluie décennale dans quelques années. Donc, face à ce constat, on a décidé au niveau de l'agglomération de partir dans ce principe de GIEP, de gestion intégrée des eaux pluviales. On en a vu quelques définitions tout à l'heure. Donc, juste pour compléter, nous, on la nomme un petit peu comme ça, c'est quelque chose qui est repris aussi de manière plus importante, mais voilà, c'est une gestion qui devient intégrée dès lors que le système hydraulique qu'on utilise utilise un lieu ou un ouvrage ayant déjà une première fonction et étant entretenu pour cette fonction. Donc, on prend souvent ces exemples-là sur une voirie qui sert avant tout à véhiculer en fait des voitures, des camions. Et ben en fait, si on lui donne un rôle hydraulique, eh ben, cette chaussée se transforme en chaussée à structure réservoir pour venir également infiltrer les eaux pluviales. Un espace vert va devenir un espace vert creux ou nous pour venir également infiltrer les eaux de ruissellement. La même chose sur l'aménagement d'un parking. Donc, la structure portante des places de stationnement va être également aménagée pour venir stocker et infiltrer les eaux pluviales. Dans la définition qu'on voyait tout à l'heure, je n'étais pas entièrement d'accord avec la partie sur le débit régulé. On n'a pas quand on parle de gestion intégrée des eaux pluviales, on a une évacuation de l'eau uniquement par infiltration. Tout ce qui va être régulation, on va plutôt le bannir. Donc, si on peut faire une régulation par débit régulé, mais uniquement par infiltration. Quand on parle généralement de débit régulé, c'est plutôt ce qui sont classiquement faits sur les bassins, où on va stocker dans le bassin et progressivement on va le vidanger par une régulation. Si on régule, on ne peut pas infiltrer parce que généralement la régulation, elle va plus vite que l'infiltration. Donc généralement, c'est deux systèmes qui sont vraiment opposés. Soit on infiltre, soit on régule, mais généralement, on ne fait pas les deux. Donc la gestion à la parcelle par infiltration, c'est comme ça qu'on va des fois simplifier la notion de gestion intégrée des eaux pluviales. C'est de dire, voilà, on fait un projet avec aucune canalisation, un objectif de 0 rejet, c'est-à-dire que quand il pleut sur la parcelle, il n'y a aucune goutte qui va sortir de cette parcelle, tout va être géré à l'échelle de cette parcelle. Donc, que ce soit pour les pluies courantes, les petites pluies, mais également pour des épisodes importants. Et donc là, on commence à avoir une notion de pluie centenale pour remarquer un peu les esprits. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire sur l'agglomération de Saint-Brieuc. On va aller jusqu'à la centenaire. Cette mise en œuvre sur des projets neufs, elle est possible partout, sur tout type de projet, que ce soit du logement individuel et collectif, des parcs d'activités industrielles, qui soient ou non en ICPE, installation classée pour l'environnement, de l'artisanal, du commercial, tous les espaces publics également, des places, des routes, des parkings. On peut faire de la gestion intégrée sur tout type de projet et toujours avoir cet objectif de 0 rejet et de protection centenale. Donc voilà, tout l'intérêt de cette gestion intégrée des eaux pluviales, c'est de pouvoir lutter contre l'inondation. On est sur le principe de 0 rejet, lutter contre les phénomènes extrêmes. On va sur des pluies fortes, jusqu'à des dimensionnements de pluies centenales. D'améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques via une diminution des déversements de réseaux unitaires, diminution des phénomènes de lessivage de voiries,
diminution des risques de pollution accidentelle hein, qui passe toujours par le réseau d'eau pluviale. Diminution aussi des à-coups hydrauliques hein, et des phénomènes d'érosion qu'on va retrouver aux exutoires des réseaux. Donc, ils vont aussi améliorer la qualité de nos milieux récepteurs. Forcément aussi une adaptation au changement climatique hein, avec la réduction des îlots de chaleur urbains, avec une végétalisation des aménagements qui vont permettre de gérer l'eau de pluie, mais également favoriser en fait, de l'ombrage et de l'évapotranspiration. Et puis en fait, donc, voilà, une multifonctionnalité des aménagements qui vont apporter des bénéfices en termes de biodiversité, de nature en ville, de cadre de vie et de santé. Une petite slide pour vous montrer un petit peu les outils. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tous les outils à mettre en œuvre dans la gestion intégrée. Sachez qu'on maintenant on les classe en 3 grandes parties. On va dire toutes les solutions fondées sur la nature, hein, toutes les solutions on va dire un peu vertes, hein, tout ce qui va être l'infiltration, des espaces verts creux inondables, des jardins de pluie, et ainsi de suite. On va voir toute la famille aussi des revêtements perméables. On a de plus en plus de revêtements qui favorisent cette perméabilité des revêtements. Donc aussi, ils sont très nombreux et ils se développent de manière importante dans les aménagements. Et enfin, les solutions enterrées, ou ce qu'on va dire des fois aussi des solutions grises, donc qui vont être plus en lien avec des chaussées à structure réservoir, des tranchées d'infiltration. Et les deux derniers, puits d'infiltration et bassins enterrés, on commence à être à la limite de la GEP, puisque en fait, ces ouvrages n'ont pas d'autre usage que la gestion d'eau de pluie. Donc, c'est des outils qui peuvent être mis en œuvre dans des cas un petit peu particuliers, mais on commence à être un petit peu en dehors de ce qu'on préconise dans cette gestion intégrée. La stratégie de l'agglomération en la matière, elle a débuté en juillet 2021 à l'occasion d'une conférence des maires où voilà, on a acté cette validation politique de la GIEP. Et cette nouvelle politique induisait l'arrêt de l'extension de nouveaux réseaux d'eau pluviale, puis aussi de bassins de rétention. En tout cas, on les refuse d'avoir une rétrocession automatique des projets de nouveaux réseaux ou de nouveaux bassins dans notre patrimoine. Et on dit, voilà, si vous voulez continuer à faire des projets avec ce type d'aménagement, c'est possible, mais la collectivité il n'y aura pas de rétrocession possible dans son patrimoine. Et donc, voilà, c'est maintenant l'unique gestion possible, puis c'est la gestion à la parcelle pour tout nouveau projet. Sachez aussi qu'on dispose actuellement d'aucun document réglementaire pour animer cette politique. La collectivité n'a pas encore de schéma directeur, n'a pas de zonage et n'a pas de règlement de service. Mais pourtant, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc, cette nouvelle politique, on l'a phasée en 3 temps, hein, une phase d'accompagnement et de formation. Ensuite, c'est vraiment de l'appliquer à toute nouvelle urbanisation. Et le dernier point, c'est l'appliquer à l'urbanisation existante, ce qu'on va nommer la déconnexion. Donc, je vais passer rapidement sur la partie accompagnement et formation, mais sachez que voilà, au tout début, en fait, il faut aussi changer les manières de faire. Donc, il faut le faire en interne et en externe. Donc, c'est bien en fait quelque chose de très transversal dans les 2 cas. Et donc, on doit s'adresser à tous les services, toutes les directions de la collectivité et faire ce même travail en externe à travers les communes et puis en fait, tous les acteurs de l'acte de construire ou d'aménager. Donc, il y a beaucoup de concertation, d'animation qu'on a fait pendant 2 ans, entre 2022 et 2023. On a passé beaucoup de temps à organiser des conférences, des visites, des formations, des ateliers, des after-work professionnels pour toucher un maximum de monde et indiquer en fait la nouvelle direction, la nouvelle politique en la matière. Un ouvrage important pour animer aussi ce moment d'accompagnement et de formation, c'est l'édition d'un guide pratique pour marquer en fait les esprits, marquer l'évolution de la politique, afficher l'ambition de l'agglomération, puisqu'elle n'est pas petite, puisque du jour au lendemain, on passe d'une gestion classique par tuyau à une gestion à la parcelle jusqu'à la pluie centenale. Donc, ça peut effrayer au départ. Donc,
on a besoin de donner aussi des clés de conception pour cette pratique et de faciliter pardon, cette mise en œuvre pour les aménageurs, qu'ils soient publics ou privés. Juste alors un petit zoom sur un des éléments qu'on met en avant sur le guide, c'est quand on parle d'infiltration, il y a toujours cette notion de capacité du sol infiltré. On est en Bretagne, les sols sont limono-argileux, donc il y a toujours une crainte que le sol ne soit pas en capacité à infiltrer les eaux pluviales. Donc on vient expliquer par ce petit schéma qu'on ne doit pas réfléchir en termes de capacité du sol infiltré, mais bien en termes de surface d'infiltration. Si je compare deux cas qui ont un même volume, c'est-à-dire 1 mètre cube, et si mon mètre cube, je le concentre sur 1 mètre carré, je vais forcément avoir beaucoup plus de mal à l'infiltrer que si ce mètre cube, je lui donne une surface de 10 mètres carrés. Donc, on va être beaucoup moins profond, on va être sur une surface 10 fois plus importante. Donc, on voit bien que pour un même volume, dans deux cas, on va infiltrer 10 fois plus vite sur un cas que l'autre. Donc, ça montre assez simplement qu'un projet d'infiltration, il se réfléchit en termes de surface et non pas forcément en termes de qualité des sols. Tous les sols infiltrent à des vitesses différentes, mais il faut adapter le projet en fait, en fonction de ça. Cet accompagnement, une petite carte pour vous montrer un petit peu l'état de cet accompagnement. Depuis 2022 maintenant, on a une dynamique de projet qui se fait. Hein, donc, on recense un petit peu ces projets. Tout n'est pas forcément en JEP tout le temps, mais on est dans cette période de transition. On accompagne beaucoup de projets par de l'information, de la sensibilisation. Des fois, on va à un niveau technique plus important et parfois même, on peut aller jusqu'à faire débloquer une intervention par un AMO. Donc voilà, sur le projet, maintenant, on va avoir quasiment une centaine de projets sur le territoire qui sont à différents niveaux d'avancement. Juste faire deux petits zooms sur des projets, et puis je laisserai la parole tout à l'heure à M. Laporte qui pourra mettre en lumière aussi des projets sur la commune de Plérin. Mais voilà, un projet important sur la ville de Saint-Brieuc qui est le projet Théo. Hein, c'est un projet de transport Est-Ouest en site propre pour un bus qui vient traverser en fait, tout Saint-Brieuc. Donc, en fait, les travaux ont été phasés sur plusieurs temps. Et pour la dernière phase des travaux Théo, on a pu, en fait, dynamiser le projet par rapport à cette nouvelle gestion des eaux pluviales. Et tous les aménagements qui ont été faits sur cette dernière tranche, on a réussi en fait à venir travailler sur tous les accotements de la voirie qui n'étaient pas forcément touchés sur cette dernière phase, mais en fait les accotements qui étaient donc trottoirs, pistes cyclables et places de stationnement, on a pu les rendre entièrement perméables par des enrobés poreux ou du pavé drainant. Et en dessous, on a une structure de fondation en grave drainante qui viennent récupérer en fait les eaux de ruissellement de la voirie, mais également des habitations adjacentes. Et on vient déconnecter en fait un grand linéaire sur plus d'1 kilomètre d'aménagement. On a pu déconnecter un grand nombre des eaux pluviales sur ce projet. Autre projet un petit peu emblématique sur Saint-Brieuc pour ceux qui connaissent, hein, c'est une friche, hein, l'ancien marché de gros de la ville de Saint-Brieuc, donc avec un projet porté par le promoteur Bleu Mercure, un projet de social sport club qui regroupe plusieurs activités. Donc le bâtiment a été rénové, n'a pas bougé dans sa partie extérieure, hein, c'est une rénovation plutôt interne, et c'est plutôt en fait le pourtour en fait du bâtiment qui ont été repris, et sur un projet qui doit faire de mémoire 1 hectare, on a pu en venir déconnecter l'ensemble des eaux pluviales par les aménagements extérieurs, plutôt principalement de la noue, de l'espace vert creux et quelques tranchées d'infiltration également.
Voilà pour la partie donc accompagnement et formation. Donc, comme je vous le disais, la partie 2, c'était d'appliquer à toute nouvelle urbanisation. Donc, on a un PLUI qui est en cours de finalisation pour 2025. Et donc, le règlement du PLUI va reprendre ce principe de gestion à la parcelle par infiltration pour l'ensemble des projets, hein, et avec ce principe de zéro rejet pour un événement pluvieux majeur et qu'on nomme pas forcément pluvial, mais on dit voilà, pour un cumul de pluie de 60 mm, on doit pouvoir gérer l'ensemble de ces eaux de ruissellement. Et on a justifié ces 60 mm par les événements les plus marquants du territoire, des inondations qui ont marqué un peu les esprits et qui s'approchaient un peu des 60 mm qu'on a maintenus. La dernière phase maintenant, c'est l'appliquer à l'urbanisation existante. À cette occasion, je voulais revenir un petit peu sur cette notion de déconnexion, puisque du coup, c'est des terminologies qui fleurissent beaucoup récemment, et on entend beaucoup de choses autour de la végétalisation, la désimperméabilisation, la déconnexion, et ce sont des fois des stratégies qui peuvent être un peu différentes. Et je voulais illustrer aujourd'hui par quelques slides pour vous montrer un cas voilà, illustratif. On imagine un parking où on aurait en fait des eaux de ruissellement qui sont collectées par un réseau, des grilles de collecte, un réseau enterré, d'un réseau pluvial qui vient évacuer en fait toutes les eaux du parking. Si on se place dans une logique de désimperméabilisation, on pourrait vouloir désimperméabiliser pour réduire la surface du parking pour différentes raisons et dire voilà, je remets en espace vert un tiers de mon parking et je le végétalise. Donc, je fais une désimperméabilisation de l'espace. Par contre, j'ai travaillé que sur un tiers de ma surface et le reste les 2 tiers continuent à ruisseler vers mon réseau. Donc, j'ai amélioré la situation, mais j'aurais pu aller plus loin. En allant plus loin, c'est en fait, désimperméabiliser, mais en ayant à l'esprit toujours ce problème de déconnexion. Si je viens toujours végétaliser, désimperméabiliser un tiers de mon parking, mais je le mets bien dans mon point bas du parking, je vais pouvoir également récupérer toutes mes eaux de ruissellement. Donc, j'ai désimperméabilisé un tiers du parking, mais j'ai bien déconnecté 100% de l'espace considéré. Donc, toutes mes eaux pluviales rejoignent maintenant désormais l'espace vert créé et je n'ai plus de ruissellement et j'infiltre tout sur place. Et dernier cas de figure, c'est dire si je dézoome et que je m'aperçois que finalement j'ai un espace vert qui est déjà présent à côté de mon parking, je peux aussi faire le choix de maintenir ma surface imperméable telle qu'elle est, mais d'orienter les eaux de ruissellement qui avant allaient vers le réseau, d'envoyer ces eaux vers l'espace vert existant. Donc là, je fais toujours une déconnexion de 100% de mon parking, mais par contre, j'ai fait aucune végétalisation ou j'ai fait aucune désimperméabilisation. Donc voilà, on peut voir, il y a différentes réflexions. On peut mettre le curseur à différents endroits. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Nous, sur la partie donc, de déconnexion, on va travailler sur des études de potentiel de déconnexion. On a fait une première étude sur Saint-Brieuc et un tout petit bout de la commune de Plérin. Et en fait, c'est une échelle au niveau parcellaire qui a été menée par Infraservice pendant plusieurs mois pour localiser en fait toutes les parcelles où il était facile de déconnecter afin de pouvoir travailler plus finement ensuite en fonction des enjeux. Notamment sur Saint-Brieuc, on a des problèmes de réseau unitaire avec des problèmes de débordement qui induisent des blocages d'urbanisme par la DDTM. L'idée, c'est de maintenant venir travailler sur les secteurs où on a besoin de déconnecter, mais là où c'est le plus facile techniquement et financièrement. Et ça va nous permettre de développer en fait, des stratégies de territoire en fonction de ces études. Notamment sur de l'espace public, c'est de voir là où on peut déconnecter facilement. Là, on a quelques exemples d'un avant et là, les travaux sont imaginés. Hein, c'est la photo,
c'est photoshopé pour imaginer comment pourrait se matérialiser cette déconnexion. Mais voilà, sur des anciens lotissements où l'espace public historiquement était plutôt large et généreux, et ben, c'est comment on peut venir désimperméabiliser et déconnecter en fait les eaux sur certains espaces publics. Là, en fait, plus bas, en fait, c'est une rue de Saint-Brieuc avec un espace vert existant. Et ben, c'est éventuellement le reprendre et de le mettre en creux pour pouvoir gérer les eaux de voirie, ou également en fait là reconnecter par une descente d'eau pluviale en gargouille. C'est exactement la même chose sur le parcellaire des personnes morales. C'est toujours la même idée, hein, c'est de voir là où c'est facile et où, en termes de surface, on peut avoir des gains de volume importants. Encore une fois, là, c'est des petits parkings, là, en fait, derrière une école qui sert uniquement pour des professeurs, je crois. Et donc, c'est de venir, en fait, désimperméabiliser en fait, la partie basse du parking pour récolter toutes les eaux pluviales dans des espaces verts creux. Là, pour en bas, c'est au niveau d'une copropriété et on pourrait travailler avec un syndic pour reprendre son espace vert, le rendre légèrement creux et venir récupérer en fait toutes les eaux de ruissellement de la toiture et également des parkings, puisque l'espace vert se situe bien dans le point bas de l'aménagement. Et enfin, chez les particuliers, on pourrait également imaginer cette même volonté de venir animer en fait des déconnexions chez les particuliers et les encourager à venir créer en fait des jardins de pluie en fait quand le terrain s'y prête bien, les travaux peuvent être parfois plus ou moins ambitieux. Là, voilà, on a une proposition de création d'un espace d'ornement qui permet de venir déconnecter les autres toitures. Mais par contre, sur des travaux déjà réalisés qu'on a pu observer sur d'autres territoires, hein, mais des fois simplement scier la gouttière de la terrasse qui normalement passe vers le réseau, mais là en fait maintenant la gouttière elle est coupée, l'eau va ruisseler parce que du coup la terrasse est bien pentée vers l'espace vert. Donc maintenant l'eau coule sur la terrasse et rejoint l'espace vert. Également ici on a un peu plus de travaux, mais très limités, hein. On envoie en fait les eaux de toiture vers une allée d'allée dont la pente s'oriente vers l'espace vert également derrière. Ou encore, le dernier exemple, hein, c'est aussi des changements de revêtements. Les gens font évoluer aussi les revêtements devant leur maison au fil des années, et c'est de les sensibiliser à travailler sur des revêtements perméables devant chez eux. Je vous remercie de votre attention, puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Levé, pour cette présentation qui était très complète et très bien illustrée. Je vous propose qu'on essaie de traiter peut-être les quelques questions qui sont venues via le chat avant que Monsieur Laporte prenne la parole pour le retour d'expérience de Plérin. Alors, je vois deux questions principales. La première, c'est sur ce que vous évoquiez sur le fait de travailler avec les particuliers. Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Quel levier vous utilisez? Et est-ce que, par exemple, il y a des aides prévues pour la création de jardins de pluie, des aides à la déconnexion pour les terrains des particuliers? Alors, c'est une stratégie qui est en cours, qui évolue, hein. Là, je vous ai fait quelque chose de très synthétique et dans les grandes lignes, c'est effectivement un peu plus dans le détail. Il y a plus de détails, hein, dans la réalité, mais c'est quelque chose aussi de nouveau pour nous. On n'a pas encore forcément toutes les solutions, on sait dans quelle direction on veut aller, mais en fait, ces stratégies pour convaincre les particuliers, là, on est en train de travailler. C'est la suite des études de potentiel de déconnexion. Là, on avait déjà une bonne vision sur ce qui se passait sur Saint-Brieuc. On a fait une première étude voilà, sur Saint-Brieuc et un petit lotissement sur Plérin. Là, on relance une étude sur l'ensemble de nos zones urbaines qui va s'étendre pendant 2-3 ans pour avoir une bonne connaissance de l'ensemble du territoire. Et puis, en fonction de nos besoins en termes de problèmes de débordement, de problématiques d'inondation, on va vraiment construire nos stratégies d'intervention. Pour les particuliers, cette stratégie n'est pas encore bien définie.
on y travaille. Et les outils, les leviers, effectivement, il va y avoir des leviers économiques à travers les aides de l'Agence de l'eau. Donc, on attend la sortie du 12e programme de l'Agence de l'eau pour voir les modalités de mise en place de conventions de mandat avec l'Agence de l'eau pour pouvoir financer les déconnexions chez les particuliers. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Une deuxième question sur la question du coût de ces aménagements. Et donc, comment est-ce que vous répondez aux élus sur les questions du coût? Donc, est-ce qu'il y a des surcoûts à prévoir pour ce que vous proposez, ou au contraire, voilà, comment vous abordez cette question avec les élus, et peut-être Monsieur Laporte qui va venir compléter après. Alors, en fait, pour la partie il faut bien distinguer en fait, les projets neufs et les projets de déconnexion. Quand on est sur un projet neuf, en fait, la gestion intégrée des eaux pluviales normalement ne doit pas avoir de surcoût dans l'aménagement. Même au contraire, par rapport à une gestion classique par tuyau et bassin, on va avoir quelque chose qui va être moins cher. Et parfois, on peut même sur des projets plus ou moins importants, on peut avoir des économies sur le lot VRD et espace vert. On peut faire, si on compare, il y a des études qui l'ont démontré, hein, mais si on compare un projet réseau bassin et un projet en infiltration, on peut faire des économies de 15 à 20% sur le lot VRD et espace vert. Donc, c'est quand même assez important. Maintenant, après, sur la partie déconnexion, c'est différent parce que du coup, en fait, on vient adapter des fois un projet, et puis on va venir dire, on refait une voirie, on refait une place qui dispose déjà d'un réseau de gestion des eaux pluviales. Donc là, on vient bonifier le projet par rapport à cette gestion-là. Mais en fait, ça peut aménager, engager des surcoûts. Mais généralement aussi, si on vient le faire, c'est qu'on vient répondre aussi à des enjeux. Donc effectivement, il peut y avoir des surcoûts sur des projets de déconnexion. C'est pour ça que l'Agence de l'eau aussi subventionne aussi bien ces projets de déconnexion. C'est pour effectivement essayer de faire disparaître ces surcoûts pour les collectivités. Et actuellement, les projets agences de l'eau ou fonds verts accompagnent bien en fait, la mise en œuvre de ces programmes. Merci beaucoup pour cette réponse. Et une dernière remarque que je vais tourner en question. Vous l'aviez un petit peu évoqué en début de présentation sur le travail de sensibilisation, de formation que vous avez mené au démarrage de la démarche. Comment est-ce que vous échangez avec les professionnels du paysage, les aménageurs, dans le cadre des nouveaux projets, notamment sur la construction des lotissements, par exemple? Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique? Alors, du coup, sur les projets, en fait, normalement, là maintenant, sur tous les permis d'aménager qui ont été validés depuis 2 ans sur le territoire, hein, donc les projets sont encore au stade du permis d'aménager, donc ne sont pas encore sortis de terre. Hein. Mais maintenant, en fait, on a instruit ces projets en GIEP, zéro rejet, protection centenale. Donc déjà, normalement, on pourra plus avoir des projets tels qu'ils étaient menés auparavant. Et du coup, on a bien sensibilisé en fait plutôt tous les aménageurs. Maintenant, effectivement, il nous reste en fait plutôt les professionnels du BTP ou paysagistes qui vont intervenir pour les projets des particuliers, par exemple. C'est demain quand on va avoir l'obligation dans le PLUI de cette gestion à la parcelle pour tout ce projet de maison individuelle. C'est comment on continue à travailler avec les professionnels qui vont intervenir pour ces particuliers-là. On ne les a pas forcément encore bien touchés, et donc c'est un projet effectivement qu'on a mené sur effectivement toucher le plus possible maintenant chaque petite entreprise qui va mettre en œuvre cette gestion à la parcelle dans les années à venir. Et donc, on a un réel travail à imaginer auprès de ces professionnels. Merci beaucoup pour ce retour. Je vous propose qu'on donne la parole à Monsieur Laporte pour présenter le retour d'expérience de la commune de Plérin sur le sujet de l'infiltration des eaux pluviales. Donc, je vous laisse
prendre la parole, Monsieur Ok, Laporte. ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pascal Laporte, donc adjoint à l'urbanisme, transition écologique et cadre de vie à Plérin. Enfin, je suis élu depuis une quinzaine d'années. Voilà, je vais vous présenter un peu la ville de Plérin rapidement, hein. Voilà, donc Plérin fait partie alors, Plérin où il fait bon vivre. C'est vrai qu'on s'est attribué le premier prix, hein. Voilà, on s'est auto-décerné cette récompense. En tout cas, ça fait partie de la ceinture urbaine de Saint-Brieuc, une ville de 15 000 habitants, hein. Et puis également, donc, une ville avec 13 km de côte, hein, de littoral, hein, ce qui fait une ville attractive également, avec une pression aussi touristique forte au cours de ces dernières années. Agère également. Voilà, donc, et Plérin, la particularité un peu de Plérin, géographique et historique, c'est de se scinder en différents quartiers, hein, voilà, avec une forte identité, que ce soit le Légué, le port du Légué, les Rosaires, hein, c'est la plage en fin de compte de l'agglomération, et puis Saint-Laurent-de-la-Mer, le Sépuc et Plérin-Centre. Voilà, donc une ville en tout cas attractive, hein, qui a connu une évolution démographique assez forte dans les années 2000, et donc également des quartiers qui se sont urbanisés. Et donc voilà, de toute façon, on y reviendra au cours de cette présentation. Alors bien sûr, la ville de Plérin est soumise aux risques naturels. On a une diversité aussi je dirais de paysages, hein, le littoral, mais aussi les vallées, etc., les rivières, ruisseaux. Et donc, on subit aussi voilà, les risques, c'est-à-dire que ce soit, je me souviens en tout cas en 2020, c'était octobre 2020, la tempête Alex, hein, c'est ça, donc avec des inondations, pas simplement sur les secteurs urbanisés, mais aussi, voilà, on le voit aussi, puisqu'on a également encore de nombreuses terres agricoles, mais on a vu des inondations qui étaient liées aussi, donc, peut-être entre autres aux pratiques agricoles, mais aussi à l'urbanisation, comme je disais tout à l'heure. Et on est inscrit, bien sûr, au plan de prévention des risques d'inondation qui a été adopté donc en 2016. Et en fin de compte, tout le secteur de Plérin subit, en tout cas, que ce soit le littoral ou autre, cette problématique d'érosion, hein. Voilà, on a même mis en place un comité stratégique, hein, du recul du trait de côte avec le recrutement d'une chargée de mission sur cette thématique-là, avec aussi, bien sûr, en lien, bien sûr, avec les services de l'eau de l'agglomération. Alors, l'AGF, c'est vrai que c'est une nouvelle notion, en tout cas pour nous élus, hein, c'est vrai qu'on en parle depuis quelques mois, mais on y est arrivé comme, voilà, pas à pas, c'est-à-dire dans un premier temps, donc dès 2010, voilà, on a souhaité faire autrement, hein, dans le cas des aménagements des quartiers de Plérin, c'est-à-dire on a voulu prioriser, en tout cas favoriser la biodiversité sur les quartiers, donc on a verdi ces quartiers tout simplement. On a, voilà, que ce soit les jardins de trottoir, les parkings en evergreen, ça, c'était des principes, hein, qu'on a appliqués au cours de tous nos aménagements. Voilà, faire autrement. On a également un projet qui était donc qui a été réalisé en partenariat avec le Conservatoire du Littoral. C'était l'aménagement de la Pointe du Roselier aussi. C'est un parking qui se situait juste sur la pointe et on a souhaité en tout cas le déplacer et puis en faire un parking vert tout simplement. Donc voilà, ça c'était un projet important. Alors à la classe de la biodiversité, donc on était dans cette politique un peu de 2010, c'était le zéro phyto, etc. Donc et de l'agenda 21. Alors des orientations à limiter les consommations énergétiques, etc. Donc voilà, on était vraiment dans cette idée-là, quels que soient les services. Un moment important, ça a été l'adoption du PLU, hein. En tout cas, voilà, on a souhaité limiter la consommation des terres agricoles, limiter l'étalement urbain en préservant espaces naturels et agricoles. Voilà, on a remis 50 hectares, hein, de zones qui étaient destinées à l'urbanisation, voilà, pour voilà, limiter les risques. Alors, on n'était pas dans cette politique de l'AGF, mais en tout cas, on pressentait déjà
si on laissait faire, si on laissait filer tout simplement ces risques voilà, auraient été sur certains quartiers, par exemple le Légué, Saint-Laurent-de-la-Mer, qui s'urbanisaient, voilà, avec des risques importants sur ce secteur-là. Et puis, en 2017, ça a été le premier lotissement donc, en gestion intégrée des eaux pluviales, les terres blanches. Frédéric en a parlé tout à l'heure. Donc, ça a été un moment important. C'est des travaux, c'était sur le secteur donc, de Saint-Laurent. Déjà sur Saint-Laurent, sur ce secteur-là, 12 hectares étaient donc prévus à l'urbanisation. Donc, nous avons déjà réduit ce secteur à 3 hectares 4 exactement hein, sur les terres blanches. Voilà, donc il y a eu un traitement, bien sûr, de surface des eaux pluviales hein, avec des noues, donc, et également, voilà, pas de réseau d'eau pluviale, tout simplement. Voilà, donc il y a quelques illustrations de ce lotissement. Hein, c'est 85 logements, dont des logements locatifs sociaux. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des photos récentes. Au départ, c'est vrai qu'il a fallu, on y reviendra peut-être sur la slide suivante. Il a fallu également donc faire un travail de pédagogie donc, auprès des futurs habitants de ce quartier, hein, des colotis. En effet, la politique de l'AGEP, quand on explique et surtout cette période-là, je faisais référence à l'année 2020 où il y a eu des inondations, on était très vigilants sur le secteur. Hein. Et moi, j'ai pu m'y rendre à plusieurs reprises en octobre. Et en fin de compte, ça a très bien fonctionné, malgré que l'aménagement soit tout récent. Hein. Donc, il n'y a pas eu d'inondation sur le secteur, il n'y a même pas eu de rejet, tout simplement. Voilà. Donc, et il y avait toujours une fragilité des noues pendant ces travaux, c'est-à-dire, on évoquait tout à l'heure le travail auprès des lotisseurs, des artisans, des entreprises. Hein. Voilà, là aussi, je pense que c'est encore un travail qu'il faut sensibiliser, en tout cas les aménageurs, hein, les paysagistes ou autres. Bien sûr, avec, et Frédéric l'a évoqué, hein, voilà, donc on évoque la novembre 2020 ou octobre 2020, là, avec les forces intempéries, donc pas d'inondation sur ce secteur, alors qu'on a eu sur d'autres lotissements ou d'autres secteurs des inondations. Donc, ça a été, cet aménagement, en tout cas, nous a rassurés, tout simplement. Et je pourrais rajouter aussi que c'est vrai que ça nous a servi beaucoup comme une vitrine hein, sur quand il a fallu expliquer aux élus de l'agglomération l'intérêt de la GIEP. C'est bien d'avoir un exemple sur le territoire qui est déjà en activité, où on peut voir déjà un premier niveau un retour d'expérience qui démontre que ça marche. Et effectivement, si ce lotissement n'avait pas été là, peut-être qu'on aurait eu plus de difficultés à faire valider la GIEP auprès des élus. Et là, on avait quelque chose, une vitrine pour démontrer que ça marchait sur un terrain qui était plutôt aussi en pente, qui était sur un terrain comme partout en Bretagne, tendance limono-argileuse, donc une infiltration pas plus bonne, même un peu mauvaise par rapport à d'autres terrains. Et on était sur un terrain qui était avec des pentes aussi plus ou moins importantes. Et du coup, ça marche. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le multiplier partout. Et donc, c'est vrai que cette période hein, n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Hein, les élus et les services également il y a eu de nombreuses rencontres individuelles auprès des habitants. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, hein, donc, il n'y a plus de retour, en tout cas depuis, je dirais, 1 an ou 2. En effet, ça s'est apaisé, en tout cas, sur les terres blanches. Ensuite, donc, il y a donc un nouvel aménagement sur l'aménagement routier, hein, sur la route des Rosaires. Je ne sais pas si on peut passer au slide suivant. Voilà.
C'est un projet d'aménagement de la route des Rosaires. Donc, j'évoquais les Rosaires tout à l'heure. Hein. C'est le secteur touristique de l'agglomération, très fréquenté pendant la période estivale. Donc, il y a une seule voie d'accès aux Rosaires. Donc, on a mis un certain temps pour voir le projet émerger, parce qu'on a fait de la concertation, hein, que ce soit auprès des riverains, des associations également, et puis entre nous et élus, il a fallu aussi partager ce projet, puisqu'on était parti sur un projet peu ambitieux, en tout cas, c'était l'aménagement de la voirie, et puis au fil du temps, en tout cas, on a souhaité en faire un projet vertueux, tout simplement, et avec penser globalement donc en JEP. Voilà, et également donc favoriser en tout cas les mobilités actives avec un cheminement piéton, une piste cyclable, réduction de la largeur de la voirie, hein, pour limiter la vitesse tout simplement, et aussi sobriété foncière puisqu'on restait sur la même enveloppe urbaine. Donc, avec une gestion intégrée des eaux pluviales, à 12 000 m² d'espace public géré également. Et aussi un point important, une préservation du patrimoine arboré sur ce secteur, puisqu'on avait des alignements d'arbres et qu'on a pu le préserver à travers cet aménagement. Et, alors, il a fallu de nombreuses réunions avec les riverains, puisque c'est vrai qu'on des habitudes, hein, quels que soient les quartiers, à Perrin et ailleurs. Donc, c'est vrai que là où on a aménagé la piste cyclable, c'était des lieux de stationnement, etc. Donc, il a fallu expliquer, etc. Et aussi, bien sûr, parce que le secteur, il était busé, donc il a fallu débuser en partie cette voirie, et donc là aussi expliquer, et là je pense que ça a été, il y a eu quelques bons moments avec les riverains, je ne me cache pas, mais en tout cas aujourd'hui la première tranche est livrée, et on peut être que satisfait en tout cas du résultat. Alors bien sûr, voilà, Frédéric pourrait mieux en parler que moi, donc c'est la création de nous, hein, j'en parlais tout à l'heure, la végétalisation et aussi des revêtements perméables avec des structures drainantes sous les cheminements d'eau. Peut-être passer à la suivante. Voilà, des illustrations des travaux. Hein, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Hein, je ne sais pas combien de temps pour cette première tranche, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, voilà le résultat. On voit le résultat donc, de cette première tranche. La deuxième tranche est en cours. Il y a 3 tranches exactement. Donc, cet aménagement, c'est 2 km, à peu près 2 km de voirie, et devrait prendre fin donc, au cours de l'année 2025. Donc voilà, donc, il y avait une question tout à l'heure par rapport au financement. Hein. Donc sur la tranche 1, en tout cas, donc c'est une opération globale à 3,5 millions, hein, voilà, pour à peu près 2 km de voirie, et une première tranche d'1,4 million. Voilà, avec bien sûr les financements de l'Agence de l'eau, la DSIL, la région, Saint-Brieuc-Armor Agglomération également. Donc avec la société Colas, hein, qui a réalisé les travaux également. Donc la tranche 2 en cours d'exécution, tranche donc qui est moins problématique puisqu'il n'y a pas d'habitation à proximité. Donc les travaux qui devraient se terminer dans les prochaines semaines. Puis on a donc les mêmes partenaires avec SBA également, hein, le service commun des SBA. Alors la tranche 3, c'est un peu plus là, la tranche 3, donc on rentre dans l'agglomération des Rosaires. Donc là également, les aménagements, donc là il faudra aussi privilégier la concertation avec les riverains, même si on a déjà eu les premiers échanges. Voilà, donc la situation, donc c'est vrai que c'était un projet à 1,4 million, cette première tranche, mais avec des financements importants, hein, de l'Agence de l'eau, entre autres, et différents partenaires. Et également un aménagement routier, c'est la rue de la Pralormel. Alors, on a l'impression, quand on voit ces images, qu'on est en milieu, voilà, on n'est pas en tout cas en proximité d'une zone d'activité ou de zone d'habitation, mais on est en fin de compte près de lotissements,
zones commerciales et autres. Donc, c'est une voie qui est fortement empruntée voilà, toute l'année. Donc, on a aménagé également cette voirie, bien sûr, avec les techniques de la GIAP, avec le revêtement perméable également, et avec une voie, voilà, une voie partagée, en tout cas, puisque, alors je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais on a adopté donc un schéma communal des liaisons douces, hein, donc en lien avec, on a travaillé avec les services de l'agglomération. Donc voilà, c'était un aménagement, entre autres, avec les mêmes techniques que sur la route des Rosaires. Et voilà, avec aussi donc les financements hein, sur ce projet, avec l'agglomération et le fonds mobilité active également. Donc là, on finançait plutôt les mobilités actives. Alors, un projet aussi, c'était donc qui date de 2003, la renaturation de la cour d'école du Grand Légion. Déjà, ça faisait plusieurs années, en tout cas, que les élus et les services envisageaient de faire différemment dans les cours d'école. Je ne l'ai pas signalé, mais il y avait à Plérin, on a 6 écoles, 4 écoles publiques et 2 écoles privées. Alors, bien sûr, on connaît les cours d'école, on a l'illustration là, c'est un grand espace bitumé, hein, tout simplement. Donc, notre volonté, c'était justement de renaturer ces cours d'école. Donc, on a engagé les travaux sur la cour d'école du Grand Légion en l'été, donc en juillet et août 2023. Un projet qui a été concerté, hein, ça c'était important, avec les équipes pédagogiques et également, bien sûr, que ce soit aussi, et aussi au-delà des équipes pédagogiques et aussi avec les élèves de l'école. Hein. Donc voilà, c'est même eux qui ont fait le tracé hein, de l'aménagement de cette cour d'école. Et aussi une personne qui a joué un rôle important hein, dans ces travaux, c'est le directeur d'école, hein, puisqu'il a suivi les travaux tout au cours de l'été et a informé en tout cas les parents hein, qui étaient assez surpris, hein, puisqu'ils avaient l'occasion de passer tout près de l'école et qui voyaient en tout cas lorsqu'on voit les pelles et autres dans la cour d'école, donc qui étaient inquiets un peu de la situation et se posaient la question si ils allaient pouvoir de nouveau fréquenter leur école à la rentrée. Voilà, alors j'ai évoqué aussi, je n'ai pas évoqué, mais c'était aussi en lien aussi avec le service des espaces verts. Hein, tout a été imaginé, dessiné, comme je disais, avec les élèves et l'implication aussi des services de la ville. Donc voilà, le résultat, en tout cas aujourd'hui, tout le monde en est satisfait, que ce soit en premier lieu les élèves, hein, puisque on voit c'est une cour apaisée, en tout cas c'est les retours que l'on peut avoir des enseignants, c'est une cour apaisée, ça fonctionne et chacun a trouvé sa place dans cette cour d'école. Voilà, donc vous avez le plan de financement donc, sur les travaux de la cour d'école. Donc, c'était un montant de 342 000 € avec le financement de l'Agence de l'eau, du Fonds vert et bien sûr la commune également. Alors aujourd'hui, notre souhait, bien sûr, c'est d'intégrer la GIAP dans l'ensemble de nos projets. Hein. On a des projets en cours, que ce soit la construction d'un espace d'enseignement des arts, c'est-à-dire on va mutualiser en tout cas, que ce soit l'école de danse, l'école de musique et d'autres associations sur le même toit. Donc on a un projet, donc il y avait une ancienne ferme au centre de Plérin, qu'on va réhabiliter. Et donc, les travaux devraient débuter, donc, le projet devrait être livré en 2026, je pense, fin 2026. Donc, réhabiliter toute cette ancienne ferme. Ensuite, il y a la construction du centre municipal de santé et la construction du centre technique municipal également. Et puis aussi, la construction d'une nouvelle école, l'école Harel de l'année Noé au centre de Plérin.
Donc ça aussi, c'est un projet qui est réfléchi en ce moment par et un groupe de travail qui va faire des propositions dans quelques mois. Frédéric l'évoquait tout à l'heure, donc depuis quelques temps, on travaille aussi à un projet de déconnexion des eaux pluviales sur un lotissement des années 80. C'est les terres noires. Et c'est vrai que cet espace est un peu noir parce que on voit des grands espaces imperméabilisés. Et donc là, aujourd'hui, notre souhait serait de déconnecter. Alors après, un certain nombre d'habitations, mais aussi revoir aussi nos aménagements. Je vous disais, je parlais de renaturation tout à l'heure dans des quartiers, mais il nous reste encore, bien sûr, de nombreux quartiers à comment, où on doit réfléchir à améliorer en tout cas le cadre de vie des habitants, puis également pour limiter aussi ces quartiers qui sont devenus, certains quartiers en tout cas, des îlots de chaleur. Et on va s'appuyer aussi sur le recrutement d'une stagiaire en licence pro, voilà, pour aussi faire de la sensibilisation auprès des habitants des différents quartiers. Et on a un projet aussi avec l'agglomération de réouverture du cours d'eau de la Ville Rose sur le quartier de Tournemine. Alors, un point important qui n'est pas souligné, mais je voudrais dire aussi, voilà, on ne peut pas appliquer cette politique de la GIEP pour nous élus, c'est nouveau, mais aussi à la ville de Plérin, aussi on a des agents, directeurs de service aussi, qui sont les animateurs de cette politique. Et ça, c'est important de le souligner parce que, ce qu'on a pu faire il y a 10 ans, oui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'on a passé une étape et ça ne peut se faire qu'avec eux, quoi. Et aussi avec le service, bien sûr, de l'agglomération et avec Frédéric qui est à mes côtés, quoi. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, en tout cas, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Laporte, pour cette présentation très opérationnelle des différents projets qui sont portés sur la commune. On a eu aussi une bonne description des dispositifs de financement qui étaient mobilisables et qui avaient été utilisés pour les différents projets. Donc, merci pour ces éléments. Une petite question sur le projet de refonte de la cour d'école. Il n'y a pas de maîtrise d'œuvre qui était affichée sur le diaporama. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots aussi à UE 56 qui peut J'évoquais, c'est l'entreprise qui a réalisé les travaux, c'est l'entreprise Colas, mais en fait compte, c'est en interne, c'est les services qui ont travaillé sur ce projet. Et bien sûr, il y a eu d'abord de la concertation avec l'équipe pédagogique, et après, c'est en tout cas tout ce qu'on pouvait voir tout à l'heure, l'aménagement de la cour d'école, en tout cas, a été imaginé par les services et aussi les élèves, tout simplement. Voilà, on a respecté en tout cas le souhait de l'équipe pédagogique, quoi, ouais, et des élèves de l'école. Merci beaucoup. Peut-être une question plutôt pour Monsieur Levé qui mentionnait une étude de potentiel de déconnexion. Est-ce que vous pouvez donner quelques petits éléments supplémentaires sur comment se déroule cette étude, à quoi elle correspond, quels sont ses objectifs? Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, en fait, les objectifs, quand on a fait cette première étude sur Saint-Brieuc, et donc le fameux lotissement des terres noires, hein, qui en fait c'est drôle parce que du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas trop compris, sur Plérin, on a le lotissement des terres blanches qui est un lotissement qui a été finalisé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est bien en GIEP. Et il y a plus bas le lotissement des terres noires, qui est un lotissement plus ancien et qui fonctionne classiquement par un réseau enterré et son bassin de rétention. Et donc, du coup, on a intégré ce lotissement des terres noires à l'étude plus large sur Saint-Brieuc pour répondre aux enjeux de problématiques de qualité d'eau des réseaux unitaires sur le centre-ville de Saint-Brieuc.
Et on voulait intégrer le lotissement des terres noires pour commencer à imaginer un projet avec la commune sur comment on anime un quartier pour la déconnexion des particuliers. Donc, en fait, c'était les deux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, après, le bureau d'études qui a été retenu en fait, à travailler en fonction de ces objectifs-là. L'intérêt aussi, c'était d'avoir un diagnostic à l'échelle parcellaire, parce que du coup, c'est pas quelque chose de macro hein, sur la commune. C'est bien quelque chose où on a un potentiel qui est évalué par parcelle. C'est important de le préciser. Donc, ça, c'est fait par recoupement de données informatiques. On recoupe les cartographies de pente, d'occupation du sol, les photographies aériennes, le cadastre et le bâti par rapport où se situe en fait la parcelle, le bâti par rapport à la parcelle. Donc, en fait, c'est un recoupement d'informations qui conduit à avoir un premier niveau de déconnexion de la parcelle. Et ensuite, il y a un passage terrain qui est réalisé par le bureau d'études pour préciser les choses si effectivement les premières données ne sont pas assez précises. Voilà, il y a un œil plus humain pour diagnostiquer en fait, et réévaluer en fait, le niveau de déconnexion. Alors, après, ce passage terrain, bien sûr, il n'est pas fait sur chacune des parcelles, mais là, vraiment, où on a des enjeux les plus importants. L'objectif étant derrière de venir travailler là où on va avoir toujours les gains les plus faciles à obtenir. Donc, sur les espaces qui vont être jugés faciles à très faciles et qui vont représenter des surfaces les plus importantes pour pouvoir animer après et programmer des connexions, comme je disais tout à l'heure, en lien soit avec la commune, les particuliers ou les personnes morales. Merci beaucoup pour ce descriptif. On n'a pas forcément d'autres questions dans le chat, peut-être qu'elles viendront à nos participants un petit peu plus tard. On est environ un peu plus de 90 personnes qui vous écoutent. Donc, je pense que tout le monde pourra bénéficier de ce retour d'expérience. Je vous remercie en tout cas pour ces différentes présentations. On vous remercie aussi via le chat. Je vous propose qu'on passe au temps suivant. Hop. Avec juste la reprécision d'où se trouvent les ressources liées au réseau. Donc, merci Monsieur Levé, merci Monsieur Laporte pour des interventions d'une grande qualité, très pédagogiques et illustrées. Merci beaucoup. Les webinaires Les Territoires Innovent sont enregistrés et disponibles sur la chaîne YouTube Les Territoires Innovent. Vous pouvez retrouver quasiment tous les webinaires qu'on a organisés depuis septembre 2020. Vous pouvez également retrouver les fiches de capitalisation qui sont réalisées après chaque webinaire, parfois accompagnées aussi d'interviews complémentaires ou d'autres éléments, sur la page Les Territoires Innovent sur le site de la DREAL Bretagne.